Bon, merci, chère Catherine. Ah, bon, oui, je suis à la maison ici, effectivement, parce que ça fait 40 ans que je participe aux tables rondes aixoises. Oui, je suis diplômé aixois, en plus, et donc je me sens aixois à plein titre. Mais je dois remercier pour cette invitation. Je suis très content de pouvoir partager avec vous quelques réflexions. Je parlerai avec sagesse, disons, hein, pas trop de temps, pour laisser espace au débat, à la discussion. Je ne parlerai pas nécessairement du livre, mais plutôt des thèmes qui sont traités dans le livre. Mais permettez-moi de dire quelques mots sur les origines de ce livre, pour entendre le contexte. Quand on écrit un livre, quand on a un âge qui n'est pas l'âge des concours universitaires, il faut des raisons. Il faut des raisons pour écrire, évidemment. Et alors, cette fois-ci, il y avait des raisons, parce que j'étais largement insatisfait et terriblement préoccupé. Insatisfait de quoi? De l'état actuel de la science juridique. Et préoccupé pour les perspectives de cette science juridique et en particulier pour les perspectives de la science du droit constitutionnel. Parce que le droit constitutionnel est une discipline juridique, est un objet d'étude, est une branche de la science juridique. Et pourquoi insatisfait? Insatisfait parce que je trouve que c'est la première fois dans l'histoire de nos études, je dis des études juridiques en général, non pas seulement des études juridiques en droit public ou en particulier en droit constitutionnel, mais c'est la première fois qu'on vit, disons, l'impuissance de la science juridique, une impuissance qui n'est pas affirmée de l'extérieur, mais qui est une impuissance déclarée, proclamée par la science juridique elle-même. Qu'est-ce qu'a fait jusqu'à présent la science juridique? La science juridique a cherché à donner des certitudes, a cherché de donner des réponses aux exigences de certitude, de sécurité juridique. Alors, certitude en général, dans l'idée que chacun a de soi dans le monde, et sécurité juridique en ce qui concerne la conscience des conséquences qui dérivent des choix juridiques qu'on accomplit. N'importe quelle école juridique avait suivi cette idée, donner sécurité juridique et certitude. L'école historique qui avait dominé le panorama des études en Allemagne surtout, et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, suivant bien évidemment l'enseignement de l'idéalisme allemand, de l'idéalisme hegelien, mais non pas seulement hegelien, l'école du réalisme dans ces deux différentes formes de manifestation, c'est-à-dire l'idéalisme américain et l'idéalisme scandinave, l'école normativiste, qui était expression du néo-kantisme, et donc de la pensée transcendentaliste, la théorie du droit naturel, du XXe siècle, parce qu'il y a eu une renaissance, comme tout le monde sait, de la doctrine du droit naturel au XXe siècle. Mais tout ce mouvement qui était inspiré par, bien évidemment, des présupposés philosophiques
qui étaient hors de la science juridique, mais tous ces mouvements de pensée, qui étaient des mouvements de pensée des juristes, ils cherchaient de donner une réponse à l'exigence de sécurité juridique. Et donc, j'étais quand j'ai écrit le livre, et je suis maintenant encore insatisfait, parce qu'aujourd'hui, la science juridique n'accomplit pas le devoir de nous donner sécurité juridique. Elle a des dettes avec les doctrines sociologiques et philosophiques qui pensent que la société soit désormais liquide et que donc aucune solidité ne soit possible, même au point de vue juridique. Elle pense que l'interprétation du droit ne puisse jamais rejoindre des résultats satisfaisants parce que l'herméneutique contemporaine le prohiberait. Elles font de référence à des mouvements de pensée qui s'étaient développés au XIXe siècle, comme la Interessenjurisprudence, c'est-à-dire la jurisprudence de l'intérêt, l'école qui s'était développée en Allemagne, suivant surtout les enseignements de Rudolf von Jhering, et la Freirechtsbewegung, le mouvement du droit libre, qui a eu son côté français avec Jeuny, et l'idée selon laquelle l'interprétation du droit serait une affaire pouvoir, et pas du tout une affaire de logique, et pas du tout une affaire de connaissance. Il ne s'agirait pas de connaître quelque chose et de l'entendre, mais il s'agirait de produire quelque chose qui n'existerait pas avant l'intervention de l'interprète. Alors tout ça déterminait en moi ce sentiment d'insatisfaction et la préoccupation pour l'avenir. Pourquoi? Mais parce que les juristes, nous avons un rôle social à accomplir. Et si on renonce à ce rôle social, la question se pose, savoir si nous sommes légitimés à faire notre métier. Parce que nous avons renoncé à faire notre métier. Et alors, est-ce que faire ce métier a encore du sens? Pour répondre à la question qui peut bien évidemment surgir immédiatement, mais pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle vous avez cette idée de la science juridique? Alors je dois partir de l'origine. Et l'origine, comme d'habitude, c'est la pensée classique. Notre pensée, nos catégories ne sont que de développements successifs de la pensée classique. La racine, au moins, pour ce qui concerne la pensée occidentale, qui est la pensée que je connais le mieux, ou le moins pire, c'est la Grèce, et c'est Rome, toujours. Et il faut toujours remonter à nos racines pour entendre nos catégories. Alors, si je remonte à l'idée du droit qu'on avait en Grèce, qu'on avait à Rome, eh bien, des idées surgissent immédiatement. La première,
je n'en parle pas ici dans le livre, j'en parle dans des autres essais. L'origine du droit. Le droit a un rapport immédiat et indéniable avec la violence. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la réalité. On ne peut pas concevoir le droit sans la violence. Mais qu'est-ce qu'il arrive avec le droit? Pour l'entendre et en remontant à la pensée classique, nous devons nous interroger sur l'essence de deux mots qui étaient extrêmement importants en Grèce, c'est-à-dire bia et kratos. Or, kratos, tout le monde sait qu'est-ce que kratos, parce que le kratos, nous l'utilisons toujours, démocratie, aristocratie, etc. Et il s'agit d'un suffixe qui est utilisé encore aujourd'hui, tandis que bia a disparu, ou a presque disparu. Mais qu'est-ce que c'était bia? Bia, c'était la violence, mais la violence brutale. Brutale. Comment naît la société humaine? Alors, le conte qui nous donne Hésiode dans sa Théogonie, nous sommes dans la Grèce archaïque, hein? Il faut faire attention, ce n'est pas la Grèce classique, c'est la Grèce archaïque. Le conte qui nous donne Hésiode est un conte de violence. C'est la violence du fils vers le père, du père vers le fils. Chronos était violent. Zéus était violent. Et l'ordre du monde des dieux s'affirme grâce à l'utilisation de la violence. Mais qu'est-ce qu'il arrive à un moment donné? Que cette violence qui est brutale, qui n'est autre chose que force matérielle, devient quelque chose de différent de soi, change d'identité. Et change d'identité grâce à quoi? Grâce au droit. C'est exactement ça, grâce au droit. Qu'est-ce qu'il arrive à un moment donné? Zéus, après avoir défait son père, devient le chef du monde de Dieu et épouse Métis. C'est sa deuxième épouse, hein? C'est pas la première, c'est la deuxième. Il épouse Métis. Et là, Métis en grec. Métis, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est l'habileté de la pensée. Et après ce mariage, elles naissent les Orae. Les Orae sont des autres déesses qui personnifient les vertus de la polis, c'est-à-dire de la cité en tant que communauté politique. Et Irène, c'est la paix. Et qu'est-ce que la paix, sinon l'application du droit aux rapports internationaux ou aux rapports entre groupes sociaux? C'est le droit. Et Irène. Dike, c'est la justice. Et qu'est-ce que la justice, sinon l'application du droit? Et surtout, eunomia. Ah bon, eunomia, c'est vraiment merveilleux. C'est difficile à traduire, hein, à rendre l'idée de eunomia, parce que le préfixé eu, ça veut dire bien, et nomos, c'est clairement,
c'est la norme, mais ce n'est pas la bonne norme. Ce n'est pas nécessairement simplement ça. Eunomia, ça veut dire la norme adaptée aux exigences de la communauté politique, la norme qui aussi fonde la communauté politique. C'est la norme qui est bonne, mais en même temps fait du bien. Eu nomos. Et tout ça arrive grâce à la transformation de bia en kratos. En kratos. Et kratos, qu'est-ce que kratos? Kratos, si vous le prononcez à la française. Qu'est-ce que kratos? Kratos n'est autre chose que la violence transfigurée, complètement transformée par le droit. C'est la médiation du droit qui fait changer de visage à la violence. La violence est dans le phénomène juridique, mais elle la change complètement de visage grâce à l'arrivée du droit. Cette arrivée du droit est conçue d'une manière particulière par la doctrine, par la philosophie politique du XVIIe siècle. Et par, je dirais surtout, la théorie contractualiste. Les communautés politiques, selon cette théorie, comme tout le monde le sait, ne naissent que grâce à un contrat. Grâce à un contrat. De quel contrat s'agit-il? On a deux formes de contrat. La première forme, c'est la forme de Locke. La première, non pas au point de vue chronologique, hein, au point de vue de la connaissance qu'on a de ce phénomène. Dans Locke, le contrat est un contrat entre des égaux. Le citoyen, ou pour mieux dire, ceux qui deviendront des citoyens, une fois la communauté politique créée, ils signent un contrat. Et ce contrat dit que tous les citoyens renoncent à leurs droits particuliers pour un exercice collectif de ce qu'on avait appelé, le siècle avant, souveraineté. L'autre manière de concevoir le contrat est la manière hobbesienne. Pour Hobbes, il ne s'agit pas d'un contrat entre égaux, mais d'un contrat entre des égaux entre eux et un souverain. Pactum, non pas un pactum unionis, c'est-à-dire un pacte d'union, mais un pactum subjectionis, un pacte de sujection. Pour mieux dire, et je suis d'accord avec un philosophe du droit italien qui a dit, il s'agit d'un pactum subjectionis avec des effets de pactum unionis, c'est-à-dire il s'agit d'un pacte d'assujettissement en souverain, mais ces effets sont des effets d'union. On construit, on crée la communauté politique. N'est-il pas bizarre qu'on sent la nécessité de fonder les communautés politiques qui sont signées indéniablement par la violence sur un acte juridique? Qu'est-ce que le contrat? Sinon un acte juridique, c'est le droit. Il s'agit d'un acte performatif. Performatif au sens propre du terme, ce qui veut dire donc qu'au moment même où j'adopte cet acte, ces effets se produisent. L'exemple typique d'acte juridique performatif
je vous déclare mari et épouse. Non? Je vous unis en mariage. Est un acte performatif. Je prononce ce mot, et au moment même où ces mots sont prononcés, l'effet juridique se produit. Et dans la théorie contractualiste, même dans Hobbes, l'idée est exactement la suivante. On fait le contrat, et avec cet acte performatif, la violence cesse d'être violence brutale et se transforme en pouvoir. Parce que kratos, nous le traduisons avec ce mot pouvoir. Le français et l'italien ne sont pas autant compliqués que l'allemand. En allemand, c'est assez plus compliqué. Si je devais traduire en allemand, je traduirais violence avec Gewalt et je traduirais pouvoir avec Macht. Mais c'est ambigu. Parce que séparation des pouvoirs, dans le sens de nos catégories de droit constitutionnel, en allemand, c'est Gewaltenteilung. Division des pouvoirs. Apparemment, ça serait division de la violence. Gewaltenteilung. Et Macht est en même temps le pouvoir et la force. Ce que je veux dire, c'est qu'en allemand, le caractère ambigu de la terminologie, qui n'est fait autre que refléter le caractère ambigu des concepts, se montre avec une clarté parfaite. En français et en italien, on la cache. Pourquoi passer de la violence au pouvoir? Pourquoi passer de Bia à Kratos? Et la raison est très claire. Parce que j'ai besoin de sécurité. J'ai absolument besoin de sécurité. La nécessité d'une sécurité juridique et d'une certitude de rapports humains est tellement essentielle que je ne peux pas supporter la fondation d'une communauté politique seulement sur la force brutale, sur Bia. J'ai l'exigence de transformer Bia et de produire Kratos. Pouvoir transformé. Il ne s'agit plus du pouvoir de fait, c'est un pouvoir de droit. Et ce pouvoir de droit est conçu de cette manière, non pas par hasard au XVIIe siècle, parce que le XVIIe siècle n'est que le siècle des grandes guerres religieuses, civiles. On pouvait mourir, on pouvait être torturé, on pouvait être emprisonné tout simplement pour sa foi religieuse, ou pour le simple fait d'avoir exprimé des opinions libres. C'était normal. La paix de Westphalie mettra fin jusqu'à un certain point, à l'âge des massacres, grâce à l'idée cuius regio eius et religio, c'est-à-dire chaque lieu a sa religion. Et chaque roi qui règne sur un lieu détermine la religion de ses citoyens. Et dans les frontières de ce lieu règne la paix à l'interne, à l'intérieur de l'expérience politique. Ce que je veux dire, c'est que
l'exigence de sécurité juridique et l'exigence d'un ordre est une exigence primaire de l'expérience juridique comme elle a été conçue dès le début dans la pensée occidentale. À partir de la Grèce jusqu'au XVIIe siècle et au développement successif. Prenons aussi la légende de la fondation de Rome. Tout le monde connaît la légende de la fondation de Rome. Qu'est-ce qu'il arrive? Le deux frères, Romulus et Rémus, on dit en français, Rémus peut-être. Romulus et Rémus, Romulus et Rémus, ils revendiquent le droit de fonder la ville. L'urbs, urbs aeterna, Rome. Et alors, ils choisissent de faire confiance à la volonté de Dieu. Et ils disent, alors, je m'installe sur cette colline, tu t'installes sur cette autre. Et qui verra le plus d'oiseaux pourra fonder la ville. Corvier, je ne sais pas comment on dit. Les corbeaux. Corbeaux. Plus de corbeaux, pardon. Et Romulus en voit plus. Et il revendique le droit de fonder la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trace le périmètre de la nouvelle ville. Il fait un sillon. Il fait un sillon. Avec deux bœufs, il fait un sillon. Et une fois la frontière de la ville tracée, le lieu est déterminé. Et on est sûr que dans le limite de ce lieu, le droit romain régnera et que les citoyens qui se trouveront dans ces limites seront des citoyens romains, soumis au droit romain. On ne peut pas franchir la frontière. Le pomerium. Le pomerium, c'est l'ensemble des limites de la cité. Est quelque chose de sacré. Et qu'est-ce que fait Rémus? Il dit, bon, je me moque. Il saute, il traverse le sillon, il entre dans la ville sans être autorisé par son frère, qui était devenu le premier roi de Rome. Et cet acte est un acte qui mérite la peine de mort. Et on ne sait pas, parce que la légende est incertaine, si c'est Romulus qui le tue ou si c'est un autre, un copain de Romulus qui le fait, mais Rémus, il est tué. Exercice de violence. C'est vrai? C'est pas la violence? Oui. Il est frappé. Il est frappé par, on ne sait pas, une épée, un bâton, mais il est tué. Violence. Mais ce n'est pas la violence brutale. C'est une violence réglée par le droit. Parce qu'avec le geste performatif du sillon, le droit a été créé. Le droit lié au lieu où Rome se trouve a été créé. Et donc, la décision de Rémus de ne pas s'intéresser de la périmétration de la ville et de passer sans autorisation le pomerium, cette décision de Rémus était une décision illégitime, était illicite, n'était tout simplement quelque chose de disons, politiquement insupportable. Elle était juridiquement illicite. Et cette illicité juridique était punie avec la mort.
Et donc, non pas l'exercice de bia, non pas l'exercice de la violence brutale, mais l'exercice d'un pouvoir qui avait été constitué au même moment où on traçait les limites de la ville. Comme vous voyez, légende de la fondation de Rome et mythe grec de la fondation de l'ordre de Dieu et des hommes après ne font que nous dire la même chose. C'est-à-dire que le droit est étroitement lié aux exigences de sécurité et de certitude. Et c'est pour cette raison que la renonce de la science juridique. Et alors, quel est le problème actuel? Le problème actuel, c'est la reprise de conscience par la science juridique de ce devoir. Tout le monde connaît les conséquences de cette renonciation aux devoirs de la science juridique. La plus importante, à mon avis, c'est la subalternité de la science juridique à la jurisprudence, à la juridiction. C'est pas vrai? Je crois que personne ne peut nier qu'aujourd'hui, nombre de monographies juridiques, nombre d'articles juridiques ne font que faire du commentaire de la jurisprudence. Renonçant à donner à la jurisprudence le cadre théorique essentiel pour que la jurisprudence elle-même puisse s'orienter dans un terrain effectivement dangereux comme le terrain de l'application du droit positif. Cela arrive partout. Il ne s'agit pas seulement d'un problème français. Je ne sais pas, de la soumission de la doctrine vers les arrêts du Conseil d'État. Ça arrive en Italie, ça arrive en Allemagne, ça arrive partout. C'est l'idée de la suprématie du pouvoir judiciaire. Et cette idée est dangereuse pour le pouvoir judiciaire lui-même. J'espère que vous me ferez confiance. Nombre de magistrats de grande envergure qui sont aussi au sommet de la hiérarchie judiciaire m'ont avoué le fait qu'ils sont préoccupés eux-mêmes parce que l'absence de la doctrine est en danger pour la jurisprudence, qui ne veut pas être laissé seul, qui a besoin d'une doctrine juridique, d'une science juridique qui soit consciente de sa force et de ses devoirs. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la renonce à tracer les frontières exactes entre le pouvoir. Bon, en France c'est plus difficile, parce que la forme de gouvernement française est une forme dans laquelle ces frontières s'assouplissent un peu, même en accord avec la Constitution. En Italie, c'est plus clair. Mais aussi en France. Aussi en France, il y a des frontières. Aussi aux États-Unis, il y a des frontières. Partout, il y a des frontières. Et si on renonce à tracer ces frontières, on renonce au principe de la séparation des pouvoirs. Alors, quand je parle de séparation des pouvoirs, je ne dis pas division de pouvoir. Vous savez, aux États-Unis, dans la doctrine nord-américaine, on fait la distinction entre séparation et division. Parce que la division est verticale entre la fédération et les États, par exemple, tandis que la séparation est horizontale. Maintenir la séparation des pouvoirs n'est pas un hommage à l'état des droits libéral, n'est pas un hommage à l'état bourgeois. La séparation des pouvoirs naît dans les atmosphères du droit bourgeois. C'est évident. Il y a des exigences de la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui réclame la séparation des pouvoirs
parce que c'est la bourgeoisie qui s'est emparée du Parlement et que veut maintenir, disons, le pouvoir exécutif, le pouvoir du monarque, à l'écart des décisions politiques fondamentales qui sont prises par la loi, qui vient du Parlement, dominé par la bourgeoisie. Mais le fait que l'idée de la séparation du pouvoir soit née dans l'État libéral de droit bourgeois n'empêche pas la conclusion qu'il s'agit d'une valeur qu'il faut maintenir dans n'importe quelle expérience juridique. Parce que séparation des pouvoirs équivaut à liberté. Sans séparation des pouvoirs, il n'y a pas de sécurité juridique et il n'y a pas de liberté. Et donc, la renonce aux idées claires, enfin c'est ça, la renonce aux idées claires, la renonce à l'idée que la science juridique puisse donner des mots clairs sur les problèmes fondamentaux de la communauté politique détermine des conséquences énormes. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport introductif que je viens d'écrire pour la table ronde qui se déroulera demain et après-demain, vendredi et samedi, ici à Aix, j'ai beaucoup parlé de rapport entre le constitutionnalisme et le néo-constitutionnalisme. Et c'est par ça que je suis critique, radicalement critique, du néo-constitutionnalisme. Parce que le néo-constitutionnalisme est, à mon avis, le responsable principal de cette renonce de la science juridique à ce devoir fondamental. Voilà, disons, en esquisse extrêmement synthétique, le problème principal que je trouve sont pour nous un défi. Nous sommes face à un défi. Le défi, c'est pas par hasard que je dis restaurer l'ordre constitutionnel de pouvoir. Restaurer, ça veut dire deux choses. Ça veut dire restauration. Et bon, c'est assez. J'ai voulu provoquer, c'est clair, hein, restauration. Parce que ce n'est pas la restauration de l'Ancien Régime. C'est la restauration, par exemple en Italie, de l'amour pour la constitution républicaine, la constitution de l'après-guerre, la constitution antifasciste, la constitution qui est le fruit de la rencontre entre les grandes forces démocratiques qui s'étaient engagées dans la résistance au nazifascisme. C'est ça, la restauration. Mais restaurer, ça veut dire aussi réparer le dégât. Ça veut dire remettre en forme quelque chose qui est déformé. Et ça arrive en Italie, mais ça arrive partout. Parce qu'on peut voir partout l'interférence continue entre pouvoirs, le débordement du pouvoir judiciaire qui se substitue au législateur, le débordement du législateur qui se substitue au judiciaire. C'est le cas des Maßnahmegesetze, disait la doctrine allemande de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire les lois mesures administratives, ce qu'en Italie on appelle leggi provvedimento, les lois qui ne sont que des mesures administratives et qui sont adoptées pour bouleverser des décisions judiciaires. C'est le législateur qui se fait juge. C'est le législateur qui devient administration.
Et de temps en temps, c'est l'administration qui se fait législateur. Pensez, par exemple, aux autorités indépendantes et au pouvoir normatif des autorités indépendantes, qui sont des autorités administratives, mais qui s'auto-interprètent législateurs. Alors, tout ça, devient un insupportable mélange dans lequel sécurité juridique et certitude des rapports sont perdus. C'est par ça que retourner aux idées claires est un défi assez difficile à affronter. Je vous remercie.